Bonjour à tous, Antoine Perrudin, responsable de marché astronaute chez Lely France. Donc aujourd'hui, on va aborder le thème des grands troupeaux. Oui, aujourd'hui, on a de plus en plus de grands troupeaux sur la France, en Espagne ou même dans d'autres pays. Sur la France, on parle plus de projets entre guillemets L. À l'étranger, on a des projets XL avec des tailles de troupeaux supérieures à 400, 500, voire plus. Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur ces troupeaux-là. Et suite justement aux vidéos qu'on a diffusées tout au long de la semaine dernière, voilà, on a eu 4 témoignages d'éleveurs qui nous ont expliqué voilà comment ils travaillaient, comment ils fonctionnaient dans leurs élevages. Aujourd'hui, voilà, pour avoir une vue du panorama des installations Lely en élevage L, aujourd'hui, il y a plus de 1000 robots Lely astronautes dans des exploitations de plus de 150 vaches, voilà, qui sont réparties, comme vous pouvez le voir sur la carte sur votre droite. Alors, donc le thème de ce webinaire, donc les clés pour optimiser vos performances quand le troupeau s'agrandit. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir Monsieur Luca Fabozzi, qui est docteur vétérinaire et expert en gros troupeau, qui a une expérience du conseil en élevage à l'étranger, en Italie, aux États-Unis, et donc qui est membre du réseau Apivets. Et puis moi-même, Antoine Perrudin, qui vais aussi intervenir pour vous présenter quelle approche il faut avoir aussi en gros troupeau. Donc je vais laisser la parole à Monsieur Fabozzi qui va pouvoir voilà, vous donner les grandes lignes et les fondamentaux pour bien réussir en élevage robotisé, surtout sur des grands troupeaux. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Merci Antoine. Merci de votre invitation. Je me réjouis de pouvoir échanger avec vous sur un thème si important, qui est en plus un thème d'actualité, notamment les enjeux en termes de conduite dans les grands troupeaux. Nous avons une partie de temps qui nous est comptée, donc nous allons essayer de passer en revue assez rapidement ce qui me semble être les points d'attention, les points de surveillance plus importants lors d'un projet d'agrandissement, quand on passe d'une taille supérieure en nombre d'animaux, ou aussi lors d'une extension d'un bâtiment déjà existant. Alors, vous savez très bien que la réussite de votre projet, la réussite de votre troupeau repose sur une priorité sur des piliers, notamment en termes d'alimentation, en termes de bâtiments, en termes de gestion de troupeau, gestion sanitaire. Qu'est-ce qui est particulier à mon sens lors d'un agrandissement, quand on joue dans la cour des grands, on va dire, quand on est dans un grand troupeau? Je vous propose 3-4 points de surveillance particuliers. La première que j'ai appelée jouer l'anticipation, c'est-à-dire notamment la surveillance du troupeau, savoir capter, savoir lire, c'est ce que les animaux nous disent à longueur de journée pour pouvoir anticiper les problèmes. Les travail par l'eau, qui est du coup rendu possible par la taille de notre troupeau, et l'importance capitale du confort du bien-être animal, qui est stratégique en petit troupeau, mais qui est encore plus stratégique en grand troupeau. Donc, on va essayer de les passer en revue assez rapidement. On va parler de jouer l'anticipation. Alors, quand je parle de jouer l'anticipation, ce que je vous invite, en fait, c'est avoir une surveillance accrue, une observation accrue des beaux animaux. Les animaux nous disent plein de choses, nous parlent, nous disent plein de choses pourvu qu'on les écoute, qu'on les regarde attentivement. Les principaux points de contrôle de votre cours me semblent être les suivants, c'est-à-dire l'observation des bouses. Je vais passer en revue chaque point par la suite. Je vais y passer très rapidement là. L'observation des bouses, l'observation de ce qu'on appelle les scores de remplissage luminal, c'est-à-dire de la capacité d'ingestion et le niveau d'ingestion des beaux animaux. Les appelants, donc pour prévenir ou guérir éventuellement les problèmes d'appelants de boiterie. La propreté, qui est un indicateur important pour éviter les soucis sanitaires, mais c'est aussi un indicateur très important concernant le confort des animaux. Et bien évidemment, la NEC, la note d'état corporel. Eh bien, on va commencer notamment par la note d'état corporel. La note d'état corporel, vous savez tous ce que c'est. C'est une grille d'observation qui est en bas, un dessin qui est en bas. C'est-à-dire, c'est une indication importante sur l'état corporel des beaux animaux, de votre animal, à un moment donné.
Idéalement, la dose corporelle d'une vache pour lactation doit se situer entre 2,5 et 3. C'est ce que je vous invite à faire, c'est de l'enregistrer pour que ce soit le plus objectif possible. Parce que là, comme on dit, s'il n'y a pas d'évaluation possible, s'il n'y a pas une mesure à la base, donc c'est pas avoir à jeter un coup d'œil, avoir l'impression que vos animaux sont plus ou moins bien, enregistrez-le. C'est une information capitale, fondamentale, de surveiller notre état corporel. Donc, s'il n'est pas enregistré, il ne peut pas être suivi dans le temps. Il peut être enregistré à l'aide d'un stylo et un bout de papier, mais il existe aussi des applications dédiées. Et puisque vous êtes un robot, vous avez aussi la grande chance de pouvoir suivre la courbe de poids sous votre logiciel d'exploitation, le T4C, qui vous donne une très bonne indication. Là, le détail est forcément lié à l'état corporel. Le poids, pardon, est forcément lié à l'état corporel. Donc, c'est une très bonne suivi de l'état corporel de vos animaux. La note d'état corporel, je vous ai dit pour le laitière, est idéalement celui entre 2,5 et 3. L'idée, ce que vous devrez retenir, c'est que il faut éviter au maximum des variations d'état tout au long d'une carrière de vache. C'est-à-dire qu'une vache tannique va idéalement être située en état corporel entre 3, 3,25 et 3,25. Donc attention à ne pas leur faire trop de poids en fin de lactation ou pendant le tannissement. Et que du coup, en début de lactation, elle doit avoir une note à peu près semblable au moment dans lequel elle démarre sa lactation. J'insiste là-dessus parce qu'il y a plein d'études, il y a plein d'expériences qui montrent un lien direct entre la bonne gestion de l'état corporel, donc un bon suivi de l'état corporel, et la reproduction, la réduction des problèmes, des maladies métaboliques. Vous savez, c'est vraiment sans savoir que trois quarts de la pathologie, de la vache laitière se produit autour du vélage, donc moins de problèmes métaboliques, moins de réformes, plus de longévité. Voilà. C'est un point d'observation extrêmement important à mon sens. On va passer au deuxième, qui est aussi le nerf de la guerre, c'est l'ingestion. Voilà. L'ingestion de nos animaux est particulière, elle varie en fonction du stade de lactation, en fonction de la vie de l'animal et en fonction de notre tas de paramètres que nous allons passer en fait. Une vache en lactation est capable, selon tout un tas de conditions, selon ce qu'on lui propose à manger, selon les conditions d'accès à l'eau, selon la taille, les gabarits, la race des animaux. On va dire qu'il y a une capacité d'ingestion qui est dans l'entour de 20-24 kg de matière sèche ingérée. Quand elle est tarie, sa capacité d'ingestion est réduite de moitié environ. Quelques jours avant le vélage, elle chute de manière très sensible. Donc, un animal qui avant est passé à table pour manger l'entrée et plat dessert, finalement, quand elle est avant le vélage, elle s'arrête à l'entrée. Donc, vous avez tout intérêt à que cette entrée soit relativement conséquente. Donc, la réduction de l'ingestion doit s'accompagner de pair une concentration de la ration. On reviendra sur ces principes. Donc, l'ingestion de l'animal, le score de l'emplissage général, ça s'observe à gauche de l'animal, à une note qui va de 1 à 5. Je vous montre quelques photos. Et vous avez aussi des indicateurs au robot qui sont très intéressants, qui vous donnent des indicateurs par rapport à l'ingestion totale et à la rumination, parce que la rumination est liée avec la capacité de l'ingestion. Donc, c'est des observations que vous avez aussi sur votre logiciel d'exploitation. Donc, on regarde sur fond gauche et on regarde si la vache est plus ou moins remplie et si elle a plus ou moins mangé. Qu'est-ce qui favorise l'ingestion en fait? Comment faire pour booster l'ingestion chez la vache? Alors, vous savez très bien que normalement, plus la production est importante, plus l'ingestion est importante, pourvu que votre vache ait la possibilité d'ingérer. Donc, pour favoriser cette ingestion, première chose, c'est pas évident, nous aussi, on a tendance à manger plus quand le repas est bon. Donc, il faut des aliments de bonne qualité. Il faut des fourrages grossiers pour stimuler la prise alimentaire. N'oublions pas que nous avons affaire à des ruminants. Là, il faut faire un savant mélange entre la capacité d'encombrement des fourrages grossiers et la capacité d'ingestion, mais les fourrages sont importants pour booster l'ingestion chez les animaux. Il faut des aliments appétants, appétants, donc la gestion du refus, la distribution quotidienne pour que la ration n'aille pas à chauffer, qu'elle soit toujours appétissante. Il faut une bonne mélange avec une ration homogène, avec des brins d'une taille inférieure à 4-5 cm, ce qui limite les phénomènes d'hypherie qui sont très développés chez les vaches. Il faut une accessibilité de l'eau, il faut suffisamment de place à l'eau, il faut une eau accessible, lumineuse, et il faut surtout un élément très important qui est celui qui est la repousse, c'est-à-dire qu'il faut proposer à nos animaux renouveler la distribution, donc soit plusieurs distributions par jour, soit une repousse importante. Là aussi, des solutions proposées par des lignes viennent en aide avec les robots repousse-fourrage ou les robots d'alimentation.
On parle d'aliments, sans oublier l'eau. C'est un critère fondamental. N'oubliez pas qu'une panse, une vache, c'est une cuve des fermentations, donc il faut de l'eau pour que la fermentation se fasse. Et les limitations d'eau ont aussi tendance à limiter l'ingestion. Donc, c'est important de donner toujours de l'eau à discussion. On reviendra sur cette question d'eau. Mais n'oubliez pas que l'accès à l'eau a aussi un impact positif sur la prise d'aliments, donc sur l'ingestion. Voilà, donc ça s'observe sur le flanc gauche, c'est ce qu'on appelle les creux du flanc. Donc, c'est un triangle qui se trouve entre la dernière côte et la côte du flanc. Et vous avez une note que je vous invite aussi à enregistrer, encore une fois, par des logiciels dédiés ou avec d'autres moyens, pour pouvoir l'observer autour de la journée. Donc, c'est très important d'avoir des scores de remplissage lumineux maximum lors du tarissement, c'est-à-dire de 4-5, et des scores de remplissage lumineux de minimum 3, 3-5 plutôt, en début de lactation. N'oubliez surtout pas la boiterie. La boiterie, c'est le facteur limitant principal pour l'ingestion. Une vache qui boite se déplace moins, et se déplace moins notamment au robot, bien évidemment, mais aussi pour la prise alimentaire. Ce qui permet de faire une transition sur le troisième point d'observation qui me paraît fondamental pour un grand troupeau, c'est suivre les scores de motilité et des aplombs, c'est-à-dire surveiller l'état de la santé du pied de vos animaux. Donc, il existe aussi une score de boiterie qui se évalue de manière dynamique, c'est-à-dire lors du déplacement des animaux, mais aussi de manière statique, que je vous montrerai juste après. Donc, c'est un score qui est à 5. Ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que physiquement, visiblement, une vache, on la voit pas boiter pour une note inférieure à 3, ou là, une démarche légèrement boiteuse. Donc, elle peut très bien ne pas passer aperçue. Or, vous voyez déjà sous le tableau que je vous propose que l'impact déjà de note de boiterie 2 est déjà important. Moins de lait, moins de reproduction, moins d'ingestion, donc forcément avec moins de bonne reproduction, moins de bonne production et surtout des risques de réforme accrus. Donc c'est extrêmement important d'observer la démarche des animaux, d'enregistrer, mais on peut aussi évaluer, surveiller la santé des pieds de vos animaux de manière statique quand ils sont pris, alors au cornadis, si vous avez des cornadis ou à l'auge. On observe notamment l'angulation et la rotation des pieds postérieurs, ce qu'on appelle les vaches panardes, c'est-à-dire l'ouverture des pieds, une vache qui va soulager ses ongles, qui va avoir une posture qui n'est pas physiologique. C'est une indication de boiterie, donc il existe une grille pareille qui vous permet d'enregistrer et surveiller les aplombs de vos animaux. Jouer l'anticipation, vérifier, donc ça vous permet de vache et boiteuse, il faut intervenir le plus rapidement possible. Parce que laisser traîner de boiterie ne fait que compliquer la chose et avoir un impact technique dégradant. Pour ce faire, ça veut dire être équipé, avoir de quoi parer une vache par soi-même contre les boiteuses. Ça veut dire avoir de la connaissance, donc s'équiper, c'est former, et aussi faire appel à des professionnels. C'est ce qui est recommandé, c'est en moyenne avoir 2 parages par vache et par an. Donc, je vous fais l'exemple par rapport d'un troupeau de 100 vaches. Ça veut dire, en sachant qu'un pareur, à une demi-journée, il va parer entre 20 et 25 vaches selon tout un tas de critères, à commencer à rentrer dans la cage, est-ce qu'il y a beaucoup de temps à faire, mais en moyenne, elle va faire ces rythmes-là. Ça veut dire que tout de suite, pour un troupeau de 100 vaches, on est sur 9-10 parages par an, donc en fait, c'est pratiquement un parage par mois. Donc, vous voyez que c'est extrêmement important de jouer l'anticipation dans le parage aussi. Les animaux qui ont besoin d'être parés en priorité, c'est notamment les taris, pour qu'on puisse avoir une gestion maximale et pas de soucis pendant la phase de tarissement, et les débuts de lactation, parce qu'en début de lactation, on observe souvent des fentes du cossinet graisseux au niveau podal, et donc des problèmes de boiterie accrus en début de lactation. Prévenir et soigner les boiteuses, donc surveiller les boiteries, maîtriser les facteurs de risque, on va passer en revue, intervenir vite si l'animal est boiteux, parer. La boiterie, c'est un problème. C'est un problème qui est souvent supporté, si bien que mal, quand on a un petit troupeau. Ne laissez pas qu'un petit problème devienne un grand problème. Donc, sachez qu'un grand troupeau, avoir une proportion d'animaux boiteux, ça peut vite devenir un calvaire. Donc, il est extrêmement important, encore une fois, de jouer l'anticipation sur ce point de boîte. Les boiteries, il y en a diverses et variées. Il y a plusieurs lésions sur un pied animal. On peut éventuellement essayer de les catégoriser sous 2 grandes familles. Il y a la boiterie traumatique, qui est, elle, liée à un défaut de confort, liée à une station de but prolongée,
Donc, on va passer ensuite en revue ces concepts dont je vous parle rapidement, qui est lié aussi à la nature des sols, qui sont plus ou moins glissants, plus ou moins agressifs. Et on a la boiterie infectieuse, donc l'arène, c'est la maladie Mortellaro, la digestivité dermatée, qui elles sont plutôt liées à des conditions du bâtiment, notamment à des défauts de propriété et des excès d'humidité, des défauts de ventilation, et qui sont bien évidemment aussi liés, comme toutes les boiteries, comme toute autre pathologie pied ou papier, à l'état immunitaire de vos animaux. Donc voilà, des bactéries plutôt d'origine traumatique et des bactéries plutôt d'origine infectieuse à surveiller pour que cela ne devienne pas un problème important pour votre. Rapidement, on passe à un autre critère qui me paraît très important de surveiller, d'observer et d'enregistrer, qui est la note de propriété. Alors, la propriété, on parle de la propriété des pieds, on parle de la propriété des cuisses et on parle de la propriété des mamelles. Donc, il y a 3 endroits spécifiquement au niveau de la vache dont il est important d'enregistrer et surveiller la note de propriété. Il y a des liens directs avec la qualité du lait. Il est facile à comprendre ces liens avec la santé des veaux, parce que forcément, des vaches qui sont plus ou moins sales, c'est probablement aussi des vaches qui sont pas bien couchées et qui démarrent pas bien la lactation, avec des mamelles aussi sales. Et il y a du coup une note dégradée aussi au niveau de la qualité du colostrum et donc du coup de la pathologie du veau. Et il y a un lien direct avec la boiterie, notamment avec la boiterie infectieuse, notamment la maladie Mortellaro, parce que je vous l'ai dit rapidement tout à l'heure, les 2 facteurs de risque principaux pour les maladies infectieuses, c'est les défauts d'immunité et les défauts de propriété. La note de propriété nous donne des indications aussi très intéressantes. On peut faire des exploitations par rapport à la qualité du confort et du couchage. Parce que forcément, moins une vache est bien couchée, plus elle sera sale au niveau de ses flancs, au niveau de ses cuisses et éventuellement aussi au niveau de sa mamelle. Autre critère que je vous invite à observer et à enregistrer, c'est les bouses. Les bouses des animaux, vous enregistrez à des moments spécifiques de l'année ou à des moments spécifiques de la vie d'un animal, en début d'actation, lors des phases de transition, et ainsi de suite. Ça peut donner des très bonnes indications, plutôt cohérentes avec l'alimentation au sens large, mais aussi avec l'hydratation, c'est-à-dire la prise d'eau. On observe quoi? La consistance, la couleur, la présence éventuellement à l'intérieur des fibres, des grains qui ne sont pas éclatés, des cailloux, parfois ça peut être aussi des graviers, malheureusement. Voilà, donc il existe une grille de notation des bouses qui est basée à 1,5. Moi, là où je vous invite à vraiment observer, c'est encore une fois 2 catégories animaux très importants, c'est les fresh délais et les vaches taries. C'est des indications extrêmement importantes à prendre, à enregistrer, à observer, et pour jouer encore une fois à l'anticipation, aller corriger éventuellement des défauts d'alimentation, des défauts d'abreuvement sous le troupeau. Ça, c'est tous des points d'observation objectifs qu'on enregistre, qui détient plutôt de l'observation physique, hein, c'est-à-dire du temps que vous passez auprès de vos animaux et de la qualité du temps que vous passez avec eux, de l'observation de votre capacité de perception et de votre curiosité même à aller voir éventuellement les signaux que les vaches nous envoient. Il existe aussi d'autres points de surveillance qui nécessitent une investigation, notamment par voie sanguine ou par voie lait. C'est lors des avortements. Si vous avez des vaches qui reviennent en chaleur, qui sont pleines ou des avortements tardifs, n'hésitez pas à faire des investigations sanitaires par la prise de sang ou autre support. Des indications notamment liées aux amaigrissements avec des dosages d'efforts cétoniques ou des acides gras non estérifiés, notamment sur les vaches taries. Des dosages de ligolement, des analyses des bouses en période de l'année quand les vaches se sortent ou quand les génisses se sortent à l'herbe, des pH urinaires, notamment sur les vaches taries. Bref, il existe tout un tas de points de surveillance objectifs qui, eux, par contre, nécessitent plus que l'observation par vos yeux, ils nécessitent des manipulations dans le sang, dans les urines ou dans d'autres supports. Voilà, donc, du coup, j'ai passé très rapidement en revue, c'est ce qui me paraît être les points de surveillance fondamentaux pour pouvoir avoir un aperçu de l'orientation qu'a pris votre troupeau et jouer l'anticipation, notamment des problèmes de production, de reproduction et des problèmes sanitaires. Le deuxième chapitre que je vous propose, c'est ce que j'ai appelé profiter du fait d'être gros pour travailler en lot. Alors, on voit très bien que c'est d'être gros, notamment après les fêtes. Alors, ça a des inconvénients, ça peut avoir aussi des avantages d'être gros, c'est-à-dire d'être grand plutôt, c'est-à-dire d'être un grand troupeau, parce que le fait que vous disposiez de beaucoup d'animaux, le fait que vous disposiez aussi de plusieurs endroits, stalles de traite, plusieurs robots de traite,
ça va vous permettre de travailler par l'eau. Et c'est pour moi une technique qui est connue, qui a fait ses preuves justement dans les grands troupeaux à l'étranger et qui est extrêmement valable. Donc, je vous invite vraiment à l'adapter chez vous. Les lots animaux, pourquoi je vous propose de travailler comme ça? Parce qu'en fait, les animaux ont des besoins spécifiques tout au long de leur carrière, tout au long de leur vie. Il me semble que les deux lots qui ont besoin d'une natation particulière, ce soit les flèches vélées et les vaches laitières. Bien évidemment, les vaches malades, les vaches boiteuses ont elles aussi besoin de soins particuliers. Donc, il est souvent intéressant d'avoir des cases d'infirmerie ou des cases dans lesquelles loger ces animaux malades ou boiteux. C'est ce que je vous propose, c'est que tout au long de la présentation, c'est tous ces points d'observation pour faire en sorte qu'il y ait le moins possible. On ne va pas s'étaler sur les boiteuses et sur les malades. Je vais surtout vous parler de travail par l'eau sur les flèches vélées et sur les vaches taillées. Alors, pourquoi les flèches vélées ont, par exemple, besoin d'une natation particulière? Parce que les flèches vélées viennent de véler, justement, comme le nom le dit, donc ils ont face des récupérations suite à l'effort de vélage. Parce que les flèches vélées, par rapport à d'autres catégories d'animaux, ont des risques accrus de pathologies liées au vélage, l'hypocalcémie, les problèmes métaboliques, l'acétonémie, l'infection, l'involution utérine, la rétention placentaire et autant que vous. Parce que les débuts de lactation ont un appétit capricieux, donc ils vont ingérer de manière progressive, mais au début, ils ont un appétit moindre par rapport aux vaches qui sont étape à la lactation et qui sont les plus exposés aux accidents traumatiques, justement parce qu'ils ne sont pas très solides sur leur pattes, souvent par des problèmes d'hypocalcémie sous-clinique ou par les suites du lélage, sont celles qui peuvent plus facilement glisser, s'écasiller. Vous connaissez tous, hein, malheureusement, les risques de blessures, des glissades suite à des interactions négatives devant la sortie du robot, devant un abreuvoir ou devant l'auge sont accrus, sont beaucoup plus importants pour les flèches vélées. Donc, c'est ce que je vous propose, c'est dans l'eau des flèches vélées, qu'est-ce qu'il faut faire, hein, du coup, pour éviter tous ces problèmes? C'est avant tout augmenter le confort, donc avoir plus de place à l'auge pour réduire notamment les interactions négatives et pour faciliter la prise d'aliments. Réduire donc la concentration en animaux, avoir un maximum de confort. C'est-à-dire que les flèches vélées ont besoin vraiment d'un endroit paillé, donc plutôt d'air paillé qui est une localisation qu'un couchage en logette, pardon. Avoir de la ventilation, avoir beaucoup d'eau et pourquoi pas aussi une ration spécifique parce que les débuts de lactation, on sait qu'ils ont des besoins accrus, par exemple, en calcium, une complémentation en calcium me paraît intéressante, en antioxydants, par exemple la vitamine E, les acides aminés, l'encombrement doit être important, donc la prise des fibres fonctionnelles est très importante dans la lactation. Il peut être intéressant aussi, les études qui montrent qu'il peut être intéressant d'enrichir la ration en matière grasse, par exemple, pour monter le niveau du F, d'énergie en début de lactation, et ainsi de suite. Et surtout, on a besoin d'une surveillance accrue, parce que c'est des animaux, entre guillemets, à risque de votre troupeau, donc on a besoin que vous y passez un peu de temps d'observation, donc les loger dans un lieu spécifique est aussi extrêmement important. Cela revient souvent à faire une aire paillée, une aire de maximum de confort, autour d'un de vos robots, pour que vos flèches vélées aillent toutes ces conditions requises et puis aller au robot sans se déplacer beaucoup et que vous puissiez doubler de surveillance sur ces lots-là. Le deuxième lot qui me paraît nécessiter d'un lot spécifique et du coup d'une surveillance accrue, c'est les taris. Pour quelle raison? Les taris ont des besoins spécifiques différents des autres vaches. Ils ont besoin d'une place suffisante de 10 mètres carrés par vache tari. Moi, je vous conseille fortement de loger vos taris en air palier qui est sur la logette, justement parce que le tarissement, c'est une phase de récupération du marathon qui vient de s'arrêter, qu'on appelle la lactation, des récupérations du marathon juste passé et des préparations pour le prochain marathon qu'on appelle la lactation suivante. Donc, il est très important d'avoir un maximum de confort, une aire paillée avec suffisamment de place, 10 mètres carrés par vache, suffisamment d'abreuvoir, suffisamment de place à l'auge. Donc, on dit que chez les taris, il faut y avoir plus de cornadis que d'animaux, 80% de l'emplissage, ce qui veut dire avoir pour 10 cornadis, pas plus de 8 vaches. Ont des besoins spécifiques par rapport à la luminosité et ils ont besoin spécifiques, notamment par rapport à la ration, à la prise alimentaire. Je fais des liens avec ce qu'on a dit en premier début de présentation. La capacité d'ingestion d'une vache et l'appétit se réduit au fur et à mesure que la date du village s'approche. C'est la fameuse histoire de l'entrée plat dessert. Donc, les vaches taries s'arrêtent à l'entrée. Vous avez intérêt à ne plus présenter 4 feuilles de salade à l'entrée, mais à présenter une entrée qui tient la route, si on peut dire ça comme ça.
du coup, avec une concentration progressive en énergie, en protéines et tout un tas d'autres ingrédients au fur et à mesure que la date du VH s'approche. Donc, la technique qu'on appelle la close-up, c'est-à-dire avec un début de tarissement et une fin de tarissement sur les dernières 3-4 semaines pour préparer le village. Investissez sous vos tarifs, c'est le conseil que je me sens vous donner, c'est les piliers, c'est les clés de voûte de votre élevage, les vaches taries. Donc, ils ont des besoins spécifiques, ils nécessitent vraiment que vous y consacriez un lot spécifique pour y apporter tous les soins qu'elles nécessitent. Voilà, on a passé donc en revue ce qui me semblait être le deuxième chapitre important. Donc, on a parlé de l'observation de troupeaux, on a parlé de la capacité et de la chance de pouvoir travailler par l'eau compte tenu du fait que les grands troupeaux ont une taille qui permet ça. Et on va finalement aborder le troisième chapitre qui me semble aussi être fondamental pour les grands troupeaux, qui est autant important pour les petits troupeaux, mais plus en plus pour les grands troupeaux. C'est le travail autour du confort et du bien-être animal. Alors, ça veut dire quoi, le bien-être animal? Le bien-être animal, ça veut dire, à mon sens, c'est reconnaître les bases du comportement du bovin, en fait, connaître les bovins laitiers à l'occurrence, donc savoir la manière dont ils se comportent, leurs besoins spécifiques, la manière dont ils interagissent, leur nature même, leur essence même, et pouvoir y répondre au plus près. C'est des questions, c'est des vraies questions qui ont un lien direct avec votre épanouissement, l'épanouissement de vos animaux, la réussite de votre élevage, parce que le confort, c'est une condition clé pour pouvoir réussir, parce qu'il y a des liens directs entre le confort, le bien-être et la production, la reproduction, la longévité des vaches. Mais c'est aussi des questions de gens qui nous entourent, de la société, on peut dire ça comme ça. C'est quand on parle des grands troupeaux, vous savez que malheureusement, les grands troupeaux n'ont pas toujours une notion positive auprès du grand public ou de la société, on peut dire ça comme ça. Vous avez encore vu dernièrement l'évolution de la ferme dite des 1000 vaches. Donc, il est encore plus important quand on est un grand troupeau de pouvoir investir et pouvoir porter attention à ces principes-là parce qu'il y a une attente sociétale qui est là. Ça veut dire, en somme, réfléchir comme si vous étiez dans la tête de vos animaux, de quoi leur est besoin ma vache, comment je peux faire pour qu'elle puisse exprimer ses besoins et qu'elle puisse exprimer son potentiel. Donc, on va passer en revue rapidement l'emploi du temps d'une vache, de quoi elle a besoin dans sa journée, de quoi elle a besoin pour bien se coucher, de quoi elle a besoin pour bien manger, de quoi elle a besoin pour bien exprimer ses chaleurs, et ainsi de suite. La vache, considérez que la vache, à l'origine, est une proie. Donc, c'est un animal qui a peur, par définition, qui cherche une zone de fuite, et qui, du coup, a toujours besoin de rester sur le qui-vive et avoir une possibilité, à un moment donné, de se réfugier ou de fuir son agresseur. On sait, des études montrent qu'une vache a tendance à avoir des interactions négatives, des comportements qu'on appelle belliqueux, des coups de tête, des poussades, notamment à l'intérieur qu'à l'extérieur, dans certaines zones en particulier, autour de l'abrévement, autour du robot, par exemple. Donc, concevez toujours avec un logement spacieux et absence de cul-de-sac. Spacieux pour que les vaches aillent à se croiser dans des endroits étroits du moins possible pour réduire ces interactions négatives et ces comportements belliqueux, et absence de cul-de-sac parce qu'encore une fois, je vous l'ai dit, la vache, c'est une proie, donc elle a toujours besoin d'avoir à un moment donné une situation de fuite pour qu'elle puisse se mettre à l'abri. Si on est dans un cul-de-sac, les vaches ne fréquentent pas les cul-de-sac. C'est un animal grégaire, c'est-à-dire que l'animal qui aime bien être en lot, être en compagnie, il a toujours besoin d'un contact visuel et physique avec ses copines, ses congénères. Et c'est dans un lot d'animaux, il y a toujours une hiérarchie qui s'établit avec des vaches dominantes et des vaches dominées, qui règlent justement les mouvements et les interactions à l'intérieur d'un lot, d'un groupe. Donc, considérez que les animaux se déplacent à plusieurs. Donc, concevez votre bâtiment pour qu'il y ait une taille suffisante à l'abreuvoir, à l'auge, pour que les animaux se déplacent à plusieurs, puisqu'on puisse fuir les dominantes. Et par exemple, lors d'un village, lors d'une séparation d'animal, d'une insémination, parce qu'elle est boiteuse, parce qu'elle doit aider, considérez ce que je vous dis, les vaches ont toujours besoin d'avoir un contact visuel avec les animaux. S'ils sont séparés du groupe, s'ils sont sortis du groupe, ça engendre du stress.
ça engendre du stress et du stress oxydatif, donc ça engendre aussi des moins bonnes performances zootechniques. Et considérez aussi qu'une vache a une activité maximale autour du crépuscule, au début de journée, autour des loges. Donc, soit on adapte la distribution, le rythme de distribution, parce que les vaches, par exemple, elles ingèrent beaucoup plus en début de journée qu'à midi. Ou bien on adapte la distribution, soit on a des dispositifs, on peut être un robot de fourrage ou on peut être un distributeur d'aliments qui nous permet justement de mieux s'adapter au rythme circadien de l'animal. C'est des concepts extrêmement importants parce que, comme je vous ai dit, la santé, le bonheur, la reproduction, la reproductivité sont dépendants du confort. Voilà, le confort, c'est une pas en option. Un des points principaux du confort, c'est le couchage. C'est l'activité principale de votre vache. La vache, elle est censée passer la grande majorité de sa journée, en plus de 14 heures, couchée. Donc, forcément, c'est un point de surveillance important. C'est une priorité absolue. C'est une priorité absolue parce que le bon couchage est synonyme de longévité, mais est synonyme aussi des ruminations, est synonyme d'irrelation sanguine au niveau de la mamelle. Et on sait que les études montrent qu'une heure de couchage supplémentaire permet de gagner du lait, des kilos de lait jusqu'à 1,7 kg de lait supplémentaire. Ça veut dire que dans votre conception de la logette et dans votre conception du couchage, c'est ce qu'il y a dans la logette, vous devez chercher un confort maximal pour vos animaux et vous devez concevoir une logette qui permet un relevé et un couchage des animaux sans impact. Les vaches sont censées se lever et se coucher entre 10 et 12 fois par jour. Donc, si les relevés ou les couchages est rendu compliqué ou douloureux, ils vont réduire ça. Donc, ça va réduire les déplacements, ils vont réduire la prise alimentaire et il y a des conséquences techniques extrêmement importantes. Je vous montre du coup quelques images qui sont parlantes. Là, on a par exemple une vache qui est couchée. C'est ce qu'on peut observer, c'est que la vache est face à un mur. Donc, alors qu'on sait très bien que une vache pour se lever, doit faire un mouvement qu'on appelle ça des mouvements de balancier, c'est-à-dire elle balance sa tête, qui est la partie la plus lourde de son poids. Je vous rappelle qu'une vache a environ 60% de son poids sur la partie intérieure et 40% sur la partie postérieure. Donc, les vaches, physiologiquement, balancent leur tête vers l'avant pour pouvoir entraîner la levée du train arrière et se mettre debout. S'il y a un obstacle, qui dans ces cas est un mur, la vache ne peut pas faire ça. Or, elle a toujours besoin de se mettre debout. Donc, elle trouvera des escamotages. Elle viendra se cogner contre les barrières et elle usera davantage ses pattes postérieures, ainsi de suite. Donc, entraînant des blessures, des pertes de confort et finalement des problèmes qui vont probablement induire à une réforme précoce et certainement. Cette image-là nous dit quoi? Ben, c'est ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément de vaches qui sont debout dans les logettes. Or, normalement, quand nous allons au lit, ben, on se couche, on n'est pas censé rester debout sous nos matelas. Donc, c'est un indicateur que les vaches probablement trouvent les couchages pas confortables ou difficiles. Donc, ils évitent de se coucher alors qu'ils sont déjà deux pieds, ce qu'on appelle une vache perchée, deux pattes avant sur la logette et les deux pattes arrière encore dans les blessés. Donc là, il y a plein de signaux, les vaches sont en train de nous dire plein de choses pourvu qu'on les écoute. Ça, c'est une vache qui nous donne plein d'autres indications. Elle a une grande bosse, qui lui fait ressembler plutôt à un dromadaire qu'à une vache. Donc, c'est une vache qui se cogne à longueur de journée contre la barre au galop. Donc, du coup, elle a développé ce qu'on appelle un hygrome, voilà, une boursouflure. Et il nous donne une autre indication, on en a parlé tout à l'heure, les scores de remplissage humain, c'est une vache qui ne mange pas. En tout cas, qui ne mange pas suffisamment. Probablement en lien aussi avec sa logette, parce qu'une vache qui mange bien développe forcément de la pathologie au niveau du pied, donc elle se déplace moins, à loge, donc elle ingère moins. Cette génisse-là est en train de nous dire quoi? Ben, elle veut dire qu'elle préfère se coucher dans les allées plutôt que dans les logettes, soit parce que les logettes, elles manquent de confort, soit parce que l'été, ben, les couloirs sont beaucoup plus frais, parce qu'ils sont sales, il y a de l'humidité que les logettes, donc elle trouve les couloirs plus confortables. Mais encore une fois, elle est en train de nous donner plein d'informations qu'il faut qu'on interprète et qu'on surveille de près. Sur ces photos-là, on peut voir que les logettes, il y a un défaut de conception des logettes parce que les vaches ne rentrent pas. Sont courtes, donc soit elles laissent tomber une patte vers l'arrière en risquant de se blesser la pointe de balai, soit c'est ce qu'elles font, elles ramènent une patte vers l'avant quand elles rejettent sous une position qui est innaturelle, donc elles vont se coucher de manière innaturelle, c'est ce qui va induire une fatigue pour la vache et donc aussi à l'avenir une réforme précoce. Et ça, c'est un signe de bonheur, tout simplement.
c'est-à-dire les vaches quand elles sont bien couchées et qui sont confortables, c'est ce qu'ils font. Ils ont souvent tendance à lancer une patte vers l'avant pour la rumination. Alors, le top du top, sans quand elles peuvent lancer les deux pattes en même temps vers l'avant. Donc ça, c'est vraiment un signe de confort. Et d'ailleurs, on peut voir sur un animal qui a une bonne blessure et qui a un portement de la tête du vachéreuse. Donc, surveillez les conforts. Souvenez-vous que les exigences, c'est les mêmes que vous avez pour votre couchage, votre lit chez vous, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit confortable, que ce soit propre, que ce soit pas humide, qu'on se fasse pas mal quand on se couche, donc que ce soit pas abrasif, et qu'on ne se casse pas la tête, la gueule, donc que ce soit pas glissant. Donc ça, c'est des exigences du couchage de vos animaux, et vous avez des indicateurs objectifs qui vous font tout de suite mettre en exergue s'il y a un problème avec le couchage. C'est ce qu'on appelle les CCI, c'est-à-dire les normes des vaches qui sont en contact avec les logettes, mais qui ne sont pas couchées. Au moins 80% des vaches qui sont en contact avec la logette sont couchées, c'est-à-dire que quand elles vont pour se coucher, elles se couchent effectivement, contrairement à l'image qu'on a vue des vaches qui vont en contact avec la logette, mais qui restent debout. Et le deuxième indicateur, c'est les normes des vaches qui pourraient se coucher, parce que elles sont présentes en élevage, qui sont pas en train de manger, ils sont pas en train de faire autre chose, mais qui finalement ne se couchent pas. C'est ce qu'on appelle les stall use index, pardon, le SUI, a un lien direct avec l'accessibilité aux logettes. C'est-à-dire si les vaches n'ont pas la possibilité d'accéder aux logettes parce que la circulation est compliquée, parce qu'il n'y a pas suffisamment de logettes, et finalement elles ne se coucheront pas. La recommandation, c'est qu'il y ait au moins 3/4 de ces vaches-là, c'est-à-dire des vaches qui ne sont pas en train de manger, qui soient couchées plutôt que faire autre chose. Et ils ne le seront pas si la logette n'est pas accessible. L'autre indication, c'est enregistrer les blessures ou les lésions au niveau des jarrets, donc les tarsites, les escarres, les blessures, la dépilation. Donc il y a une note aussi, hein, quand vous voyez sur la droite. Je vous invite à enregistrer de manière objective, encore une fois avec des logiciels dédiés ou avec d'autres supports. C'est un témoin direct de la qualité du couchage et de la qualité du confort. Autre point qui me paraît fondamental pour le bien-être animal, pour le confort et pour que vos animaux puissent exprimer leur potentiel de production et qu'ils restent en bonne santé, c'est l'abreuvement. Voilà. L'eau, c'est le premier aliment de la vache avec l'air. Le lait est essentiellement constitué d'eau. Les indications sont à peu près 3 litres d'eau pour produire 1 kg de lait. Donc, vous voyez, c'est des besoins très importants. C'est un lien direct avec l'ingestion, comme on l'a dit tout à l'heure, et le bon fonctionnement du urène. Donc, c'est très important de boire pour booster aussi l'ingestion. Les vaches ont une consommation accrue, notamment à la sortie de la traite, sans des traites robots. Donc, jusqu'à 1/3 de l'eau qui est bue sur la journée est bue à la sortie de la traite. Donc, il est toujours très important d'avoir suffisamment d'eau à disposition à la sortie des robots. Les abreuvoirs doivent être suffisamment nombreux, mais pas gêner la circulation des animaux. Donc, il faut aussi qu'ils soient placés dans des endroits dédiés et du coup qu'on conçoit la circulation en bâtiment aussi autour de l'abreuvoir. Et en termes de qualité de l'eau, je vous invite effectivement à réaliser des analyses annuelles, mais aussi à être extrêmement vigilant sur la propriété de vos abreuvoirs. Les abreuvoirs doivent être situés dans une zone qui ne vient pas entraver la circulation, comme je vous ai dit, et c'est ce qui est très intéressant, c'est pouvoir éventuellement rafraîchir l'eau en période de chaleur forte. Les vaches ont tendance à consommer davantage l'eau rafraîchie quand la température dans le bâtiment s'élève. Là aussi, quelques images. Donc ça, c'est un éleveur qui a placé un abreuvoir au-delà des barrières pour qu'ils ne se salissent pas facilement, pour que les vaches ne puissent pas tout simplement faire leurs besoins dedans. Effectivement, la mauvaise idée, parce que finalement, cet abreuvoir n'est pas accessible. Donc effectivement, il y a de l'eau en bâtiment, mais il n'est pas accessible. Donc, favoriser encore une fois l'abreuvement à la sortie des salles de traite. Donc ça, c'est une sortie de traite avec un grand abreuvoir qui est placé devant. Est-il suffisant ou pas? Mais c'est important qu'il soit placé à la sortie des salles de traite. L'ergonomie des abreuvoirs, pas trop haut, pas trop bas, comme dans ces cas, donc, où l'accès est rendu vraiment très difficile pour les animaux. 10 cm linéaires minimum par vache dans le bâtiment. Donc, pour 100 vaches, il nous faut quand même 10 mètres d'abreuvoir. Hein. Et être extrêmement rigoureux, zéro concession sur la propriété de l'eau. Vous voyez là des images d'eau
vraiment inacceptable. Hein, donc, on peut pas, il est intolérable de pouvoir proposer une telle eau d'abreuvement en animaux. Je vous invite à faire des analyses annuelles. Je vous invite à avoir un niveau d'exigence sur la propriété de l'eau d'abreuvement des animaux, la même que la vôtre. Je dis tout simplement, si vous osez boire l'eau de vos animaux, ça veut dire que l'eau est, vous estimez que l'eau est suffisamment propre. Voilà, ça c'est une photo par exemple des éleveurs. Leur niveau d'exigence, c'est pouvoir boire dans les bacs dans lesquels vos animaux boivent. Autre point très important par rapport au confort et au bien-être animal, c'est la circulation à l'intérieur du bâtiment. Notamment en robot, on n'a pas de temps à perdre. Les animaux, il faut qu'ils aillent se faire traire, il faut qu'ils aillent manger, il faut qu'ils aillent boire, faire de l'interaction sociale et qu'ils retournent se coucher. Ça, dans l'intérêt des animaux et dans le vôtre, parce que ça va permettre de préserver la santé et la production. Mais il se trouve qu'il y a des vaches qui sont dominantes, comme je vous l'ai déjà dit, et qui du coup viennent gêner un peu cette circulation si les conditions du bâtiment ne sont pas là. Donc, il faut dessiner un bâtiment qui permet une circulation fluide. C'est notamment le cas du robot de lit qui préconise une circulation libre en bâtiment. Donc, avec des dimensions des couloirs suffisantes, largeur minimale de 2,5 m entre les couloirs des passages en absence de tout obstacle, à prévoir, pierre de sel, brosse, par exemple, ainsi de suite. Des couloirs entre les logettes d'une largeur minimale, mais vraiment minimale, de 3,20 m, pour permettre à une vache de sortir la logette alors qu'une vache qui passe. Des sorties de robots suffisamment larges, des couloirs de circulation derrière les cornadiers derrière les tables d'alimentation suffisamment larges pour qu'une vache puisse manger alors que deux vaches puissent passer par derrière sans gêner la gestion, sans gêner la prise d'aliments, et ainsi de suite. Et une qualité du sol, de la nature du sol, qui permet aux vaches d'avoir une démarche qui n'est pas hésitante, qui ne se blesse pas, qui ne glisse pas, qui ne craigne pas, et qui puisse avoir leur pied au propre et au sec pour réduire les pathologies infectieuses du pied. Donc la circulation en bâtiment, c'est un critère fondamental. En gros, ça revient à avoir suffisamment de place, suffisamment de largeur pour booster la circulation, pour permettre à nos animaux de faire ce qu'ils ont envie de faire, aller boire, aller manger, retourner se coucher sans entrave. Toujours dans le cadre du bien-être animal et du confort, aujourd'hui en France, fort heureusement, on revient un peu sur un concept qui était dominant pendant longtemps, c'est-à-dire concevoir des bâtiments fermés. On a conçu des bâtiments bien trop fermés, souvent pour une question de confort de l'éleveur ou des opérateurs, pas forcément des animaux. Les animaux, sachez que les vaches laitières adultes ont une température de confort qui est comprise entre 5 et 7 degrés. Donc, elles aiment bien, en fait, quand il fait un peu frais, ils aiment bien avoir un peu de vent, c'est-à-dire à 1 mètre par seconde minimum de vent. Les vaches aiment la petite brise. Vous verrez souvent quand les bâtiments qui sont équipés des rideaux, quand les rideaux sont baissés, les vaches ont tendance à aller fréquenter ces zones ventilées davantage. Donc, il est très important d'assurer des températures de confort pour vos animaux. Aujourd'hui, sauf habiter dans un pic de montagne, donc les situations sont diverses et variées, mais globalement, quand on conçoit un bâtiment, notamment un grand troupeau, il est toujours important de prévoir au minima de la ventilation, voire même parfois devoir arroser, devoir boucher les animaux, sans oublier les vaches taries, parce que je vous ai dit, les vaches taries sont les vaches qui ont besoin notamment de ventilation pour préparer la lactation suivante. Donc là, vous avez des exemples des bâtiments avec un toit isolé, par exemple, qui limite la montée en température en été, avec des rideaux sur le côté qui permettent la ventilation, avec des ventilateurs eux-mêmes, ainsi de suite. Donc, extrêmement important. Des bâtiments ouverts qui favorisent la ventilation naturelle, même si elle est insuffisante par moment. Donc, il faudra rajouter les ventilateurs, mais elle est toujours importante, même s'il n'est pas suffisant. Donc, des bâtiments ouverts. Ce qui permet de chasser aussi l'humidité. Chasser l'humidité, ça veut dire un confort de vie, une qualité d'air meilleure pour les animaux, mais aussi réduire la pathologie du pied, parce que je vous ai dit encore une fois que la pathologie infectieuse du pied est liée à les conditions d'humidité en bâtiment. Lutter contre le stress et la chaleur, donc favoriser la prise alimentaire, favoriser la réussite en assimilation, parce que vous savez très bien que par temps très chaud, la réussite en assimilation est beaucoup moindre. Et du coup, il me paraît très important d'avoir en tête que la ventilation nous paraît désormais indispensable sur nos latitudes.
quand on décide d'investir dans la ventilation, souvenez toujours, on ventile les animaux, donc les ventilateurs doivent être inclinés vers les animaux et davantage favoriser les couchages parce que les animaux, quand il fait très chaud, ont tendance à rester debout pour favoriser les échanges et réduire la température. Donc, il est extrêmement important de ventiler les animaux et en priorité dans les zones de couchage. Voilà, pour finir tout très rapidement, on n'a pas le temps de développer plus que ça, mais il me semblait important que vous puissiez avoir ces grands principes pour les grands troupeaux. C'est que désormais, puisque vous êtes un grand troupeau, il faut adopter une attitude de grand. C'est-à-dire, vous considérez qu'on ne joue pas dans la même cour, qu'on ne mène pas un petit ou un moyen troupeau de la même manière qu'on mène un grand troupeau. Il faut être rigoureux, il faut être protocolaire, il faut avoir vraiment des protocoles pour les veaux, pour la prise des colostrum, des protocoles pour les hygiénistes, des protocoles sanitaires, des protocoles d'observation. Tout un tel jour de la semaine, vous faites du pannage, un tel jour de la semaine, vous nettoyez les logettes, un tel jour de la semaine, vous réalisez des écologies, ainsi de suite. Il faut anticiper les temps, il ne faut pas courir avec les temps parce que vous allez voir, il y a plein de choses à faire et d'autant plus que c'est un grand troupeau. Donc, avoir vraiment une attitude protocolaire avec des événements fondamentaux. Je vous ai fait des exemples, les PDU, les suivis échographiques, l'alimentation, les produits au troupeau, à vérifier de manière récurrente à des dates fixées par avance pour ne pas courir avec les temps et jouer l'anticipation. Un exemple, c'est clairement la reproduction. Donc, la reproduction a un impact direct sur l'efficacité de votre troupeau, sur la quantité, sur la production de votre troupeau, sous les retours économiques de vos investissements. Un troupeau qui a un IVV bas est un troupeau beaucoup plus efficace, qui exprime beaucoup mieux la potentialité de l'alimentation, de votre bâtiment, de votre condition d'élevage. La réponse est aussi en question d'organisation. Voilà. C'est-à-dire aller surveiller, quand je vous ai mis en bas, les animaux en fonction de la date du vélage, donc surveiller les animaux qui seraient en âge de mise à la reproduction, mais qui n'ont pas été, peut-être parce qu'ils ont des retards en milieu chaleur, ou peut-être parce que la chaleur est pas si perçue, mais justement, ne pas se réveiller un jour et dire, ah, mais la 25-80 est toujours pas asséminée, mais jouer l'anticipation. Il va être en période d'insémination. Nous allons surveiller s'il est bien cyclée, si on peut bien la mettre à la reproduction, par exemple. Viser aucune vache non asséminée autour des 60-75 jours après vélage. Et tout ça pour avoir, encore une fois, l'anticipation sur votre troupeau, ne pas subir les problèmes de reproduction qui pourraient se présenter, mais les anticiper pour qu'ils ne se présentent pas. Voilà, en conclusion, parce que le temps passe vite et que nous avons un temps à respecter, quelques points clés, quelques concepts clés à ramener chez vous, à la maison. Investir dans le bonheur et dans le confort de vos animaux, parce qu'une vache heureuse rend son éleveur heureux. Profitez de la chance que vous aviez d'avoir un retraite qui vous libère du temps et consacrez ces temps-là à l'observation de vos animaux, justement pour jouer l'anticipation. Observer, ça veut dire surveiller, ça veut dire noter de manière objective, ça veut dire prévenir. Les conforts, je vous ai passé en revue les points principaux du confort, ce n'est pas une option, c'est quelque chose de fondamental et c'est un lien direct avec la santé, avec la production, avec votre réussite et avec votre épanouissement. Voilà. Et considérez aussi que vous êtes un grand troupeau, qu'un petit problème peut vite devenir un grand problème dans un grand troupeau. Donc, si on veut vraiment être rapide, si on veut vraiment être heureux, c'est être grand à l'esprit, avoir une exigence accrue puisque votre troupeau a grandi et viser les bonheurs pour vos animaux en s'appuyant sur cette observation accrue de vos animaux. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que j'ai pu vous apporter quelques points d'observation que vous ramènerez chez vous. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à une prochaine.
Merci Lucas pour cette présentation très instructive. On a vu plein de choses. C'est vrai, ce que j'ai retenu, moi, c'est qu'il faut observer ces animaux, anticiper, mettre les animaux dans les meilleures conditions pour qu'ils expriment au mieux leur potentiel. Donc, j'espère qu'avec tous les éléments que vous a fournis Lucas, vous allez pouvoir euh, encore améliorer les méthodes et les protocoles que vous mettez en place dans votre élevage. Et donc là, moi, ce que je vais vous présenter, c'est comment, avec les lits, justement, on peut réussir à optimiser et à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés en grand troupeau. Alors, déjà, chez Lely, on a depuis juin 2018 notre robot, le Lely Astronaut A5, qui est sorti, donc qui est un robot de dernière génération, qui va vous justement permettre avec le nouveau logiciel de gestion de troupeau Lely Horizon, de suivre et de gérer au mieux votre troupeau pour atteindre les objectifs et les performances que vous attendez de votre troupeau. Chez Lely, on a un concept de dairy. Excusez-moi. On a un concept qu'on appelle le dairy L. Donc, comment ça fonctionne? Donc, ici, au milieu, on a un bâtiment qu'on appelle un bâtiment de transition. Donc, on retrouve dans la zone bleue des vaches taries ou des genisses qui seraient prêtes à véler. Ensuite, on les rapproche progressivement d'une zone de mise bas pour ensuite, au moment du vélage, les passer dans cette zone orange. Donc là, on a une zone dédiée aux vaches au début de lactation. Et en violet, ici, une zone de tri qui va vous permettre de trier justement les animaux les plus fragiles qui ont vraiment le plus besoin d'attention. Une vache boiteuse, une vache qui aurait fait une fièvre de lait, pour l'avoir justement rapidement sous l'œil, sous la main, pour qu'elle ait aussi un minimum de chemin pour se rendre justement au robot et pour vous faire gagner du temps et pour aussi mettre la vache dans les meilleures conditions. Et sur les côtés, on voit deux bâtiments où là, c'est des vaches qui sont déjà bien lancées au niveau de leur lactation. Elles ont été inséminées, elles ont été échographiées. C'est des vaches qui vont très bien. Et donc là, en rouge, les zones justement de logement des animaux. Et en violet, on retrouve toujours ces zones de traitement isolé. Donc, le concept des riels CLI, c'est laisser la vache passer du temps pour produire du lait, situer essentiellement toutes les activités autour de la vache, donc avoir des zones vraiment dédiées, des zones de tri, des zones d'IA, et mettre l'accent sur le management du troupeau pour accroître l'efficacité et les performances techniques et économiques. Voilà. Donc, je vous ai mis en exemple quelques plans qu'on est capable de réaliser. Donc, ici, on a 4 robots avec un bâtiment avec une auge centrale et on retrouve bien nos zones de tri ici. Donc là, essentiellement des aires paillées et une zone d'IA qui va vous permettre justement de trier vos animaux pour vous faciliter le travail de l'inséminateur ou le travail de vous-même si vous êtes en insémination par l'éleveur. Voilà. Également, on peut avoir des implantations avec 4 astronautes en ligne, avec un bâtiment où il y aurait des auges latérales. Et on retrouve là ici nos zones de tri pour vous faciliter la vie et la circulation de vos animaux. Là, je vous ai mis également une vue de dessus en 3D d'un bâtiment où il y a 3 astronautes en ligne. Donc, 2 ici, un autre ici. On retrouve bien nos aires de tri ici et une zone qu'on va dire une autre zone de tri pour l'insémination. Et ici, on retrouve une zone par exemple, pour réaliser l'étarisement en sortie de robot.
Alors, comment ça se passe au niveau de toutes les étapes d'un projet L ou XL? Donc, au tout départ, on réalise une visite de votre bâtiment ou si c'est un bâtiment existant, ou si c'est un bâtiment neuf, et ben, on va réaliser un, un plan, on va vous le remettre, on va en discuter ensemble pour voir ce qui peut être amélioré, comment vous voulez travailler. 90 jours avant la mise en service, on va réunir un groupe d'éleveurs pour justement échanger et préparer la mise en service du robot. 30 jours avant la mise en service, il y a quelqu'un de chez nous qu'on appelle le service FMS, donc un conseiller d'élevage qui va se rendre chez vous pour préparer la mise en service, pour préparer le troupeau, afin que la mise en service se passe dans les meilleures conditions. Bien sûr, il va y avoir le montage du robot. Et lors de la mise en service, une personne du FMS, des techniciens sont présentes pour vous aider dans cette période importante. Et 14 jours après, on va pouvoir faire un point d'étape pour voir si on a atteint les objectifs qu'on s'était fixés justement sur la mise en service. Donc déjà, 14 à 15 jours après, on doit avoir des animaux qui fréquentent bien et qui circulent bien dans le bâtiment et qui se rendent bien au robot. L'objectif, c'est d'également de vous suivre dans le temps et de justement de quelques mois, 3 mois, 6 mois après, de faire une visite bilan qui va nous permettre de dire si ce qu'on avait prévu s'est bien déroulé comme on le souhaitait. Alors chez Lely, on est très attaché à la circulation libre depuis plus de 30 ans. Pourquoi? Voilà. Pour qu'un animal soit dans de bonnes conditions, il a besoin de lumière, comme le disait Luca tout à l'heure. Il a besoin d'air, donc d'un bâtiment bien ventilé, avec un volume d'air suffisant, des accès à l'eau disponibles, de l'espace, des zones de repos et des zones d'alimentation. Et l'objectif, là, c'est qu'ils puissent aller manger, boire, se reposer quand ils le souhaitent. Pourquoi? Pour des traites régulières, pour exprimer leur comportement naturel, on respecte le rythme biologique de la vache. L'objectif, c'est justement d'exprimer au maximum le potentiel des animaux pour avoir un niveau de santé optimal, donc de la liberté, du bien-être et de la santé pour justement, on le voit ici, c'est des résultats qu'on a fait, c'est une étude qu'on a faite. Ce qu'on observe, c'est que, en gros, en circulation libre, quand on le compare à d'autres systèmes de circulation, avec moins de vaches, on arrive à avoir plus de lait, ou quasiment autant de lait sur une stalle, avec moins de main-d'œuvre, moins de problèmes de mammites, et justement des vaches qui démarreraient mieux en début de lactation. Donc voilà, la circulation libre, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, sur lequel on a de l'expérience, du recul, et on sait que ça fonctionne. Et les preuves par ce tableau. Alors, aujourd'hui, on a lancé le nouveau logiciel Lely Horizon, et en élevage robotisé, l'objectif, c'est de vous fournir un maximum de données, mais l'objectif, c'est pas de venir vous polluer avec des données, c'est justement d'avoir des données, mais justement d'avoir des données qui vont vous être utiles et qui vont vous permettre de gérer, d'optimiser et d'améliorer les résultats de votre élevage. Donc chez Lely, on a une approche multi-indicateur. On va avoir une approche sur des comptages cellulaires, on va avoir des approches sur les problèmes de santé liés à la sauténémie, à l'acidose, on va pouvoir mesurer le TB, le TP, le lactose, on va pouvoir aller également mesurer les pertes de poids, la conductivité, le niveau de production. L'objectif, c'est justement grâce à ces multi-indicateurs,
que vous preniez la meilleure décision le plus tôt possible pour justement intervenir le plus rapidement possible. Donc là, ici, je vous présente le nouvel écran d'accueil du Lely Horizon. Donc on a complètement revu cette page et on vous propose des indicateurs, donc, comme la quantité de lait produite, avec un système de couleurs, donc c'est très visuel. Euh, Quand tout est vert, c'est que l'indicateur est bon, et quand c'est en rouge, on voit que l'indicateur, justement, se dégrade. L'objectif, c'est de visualiser rapidement les choses et d'intervenir, comme je vous disais, le plus rapidement possible. Voilà. Et à gauche, on retrouve en fait toutes les tâches que vous avez à réaliser sur la journée ou dans la semaine. Donc, c'est un logiciel en fait qui fonctionne par exception. L'objectif en fait, c'est la gestion par exception, c'est de s'intéresser uniquement aux animaux qui sont les plus fragiles ou qui posent problème. En gros, dans un troupeau, on estime qu'il y a 10% des animaux qui sont vraiment 10% des animaux qui sont à surveiller et 90% du troupeau qui va bien. Et donc là, on les laisse tranquilles, entre guillemets, pour justement qu'elles produisent le lait de manière sereine. Alors, pour suivre de la santé des animaux, on a déjà un premier équipement qu'on appelle le MQC2, qui va analyser le lait à chaque traite. Qu'est-ce que cet appareil mesure? Donc, c'est 10 mesures au plus près de la mamelle. Donc, on va pouvoir mesurer la conductivité pour aller détecter des mammites. On va, par colorimétrie, détecter du sang, du colostrum, du lait mammiteux et du lait aqueux. On va pouvoir aussi mesurer la vitesse de traite, les temps morts de traite, le TB, le TP, le lactose et la température du lait. Donc c'est un appareil qui est livré de série sur le robot. Comment on restitue cette information? On parlait de gestion par exception, c'est que justement, on va vous faire des listes d'attention en fonction du problème, des listes claires, simples, précises, sur des chutes de lait, sur des comptages cellulaires qui se dégraderaient, sur des vaches qui seraient potentiellement en chaleur ou des vaches comme là ici qui auraient perdu du poids. Et tout ça, bien sûr, chez Lely, on essaye notre priorité, c'est de vous mettre à disposition des équipements qui vous coûtent le moins cher possible à utiliser. Donc là, le MQC2, il fonctionne sans consommable et ça, c'est important. On a un autre appareil pour suivre la santé des animaux qu'on appelle le MQCC2, qui lui est un compteur cellulaire. On a une analyse qui coûte 1 centime d'euro par vache et par jour. Il va vous fournir bien sûr un comptage numérique par vache, donc on va vous indiquer si la vache est à 2,5 millions ou si la vache est à 176 000 cellules. On va vous indiquer également quel impact a la vache dans le tank et quel profil justement cellulaire a l'animal quand il a un problème. Est-ce que c'est une mamite type colibacillaire? Est-ce que c'est une mamite plutôt d'environnement ou une mamite clinique? Grâce au collier aussi, on va pouvoir vous fournir des informations d'activité pour aller détecter les vaches en chaleur. Et également, nos colliers vont pouvoir mesurer l'ingestion et la rumination pour justement aller voir si vos animaux ingèrent suffisamment, s'il y a des problèmes de calage de ration, manque de fibrosité, pour pouvoir justement ajuster au mieux l'alimentation de votre troupeau. Donc un suivi précis et quotidien de votre troupeau. Donc là ici on a ce tableau qui est orienté reproduction. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir vous fournir le moment optimal d'insémination. Donc là ici à droite, quand vous êtes dans cette zone verte, on estime qu'entre 6 heures et 18 heures après la chaleur, vous allez pouvoir inséminer à ce moment-là. L'objectif, c'est de pouvoir justement augmenter vos chances de réussite à l'insémination.
Le module RoPro qui est disponible dans l'Eli Horizon va pouvoir aussi vous permettre d'enregistrer automatiquement les chaleurs et les constats de gestation. On sait que la saisie, c'est une corvée pour vous. Et justement là, ça vous simplifie, ça vous facilite et ça vous fait gagner du temps par rapport à la saisie de ces événements-là. L'Eli Horizon, donc il y a de nouvelles fonctionnalités qui sont bien sûr disponibles. On est capable aujourd'hui de vous fournir un conseil précoce pour aller détecter les acétonémies, de vous fournir des conseils pour améliorer et optimiser la mise à la reproduction de vos animaux. Et on rentre dans des notions d'économie avec une part de rentabilité qu'on souhaite mettre en avant avec une évaluation de la marge surcoût-alimentaire au troupeau et à la vache. Donc comment ça se présente? C'est qu'on va auparavant, pour les acétonémies, on se basait uniquement sur un indicateur, le ratio matière grasse sur matière protéique. Aujourd'hui, on va se focaliser sur 3 indicateurs que sont les données de rumination, de production et de taux pour justement aller détecter les acétonémies. On va évaluer ça au travers d'un algorithme. Et dans le cas d'une vache où les symptômes justement sont présents, sur l'écran d'accueil, vous allez avoir une notification qui vous indique qu'il y a un animal en acétonémie. Et après, quand on rentre dans le détail, vous allez pouvoir justement retrouver ces différents attentions d'inactivité, le rapport matière grasse sur matière protéique, la baisse de production, jusqu'à la température du lait. Le logiciel, comme on disait tout à l'heure, travaille par exception, donc il va cibler uniquement les animaux à problème. L'objectif, bien sûr, c'est d'anticiper les problèmes de début de lactation. Donc, comme le disait Lucas tout à l'heure, ça se joue essentiellement sur la phase de tarissement. Ça, c'est une période vraiment importante. Et grâce au logiciel, l'Eli Horizon, vous allez pouvoir suivre justement les animaux dans le temps jusqu'à ce qu'ils rentrent dans de bonnes conditions. Voilà. Comme vous le savez, l'acétonémie a un impact économique sur le troupeau. Voilà, j'ai pris un exemple d'un troupeau qui aurait 200 vaches. Donc aujourd'hui, voilà, selon les études qu'on voit, c'est que il y a entre 10 et 25% des animaux concernés par les problèmes d'acétonémie. Une acétonémie a un impact sur la production laitière, donc on estime, d'après les études qu'on observe, 250 € par cas. Ça a un impact également sur les résultats de reproduction, donc sur l'intervalle vélage-vélage. Et là, l'impact est de 3 € par jour d'intervalle vélage supplémentaire. Donc, quand on met ces deux critères-là en superposition, des problèmes de production et des problèmes de repro, eh ben, on peut avoir un manque à gagner qui va de 11 000 jusqu'à 36 500 € par an. Donc, des impacts vraiment économiques importants qui doivent être maîtrisés et anticipés. Les conseils sur la mise à la reproduction. Donc, on va détecter bien sûr la vache en chaleur. Et à partir de ça, en fonction du rendement laitier, des performances de production, des événements de santé sur la lactation précédente, de la vitesse de traite de la vache, donc la capacité de la vache au robot, on va vous envoyer une notification et on va on va créer un index et un index sur la production, sur la santé, sur la repro, sur la vitesse de traite, et on va vous fournir en fait un classement de vos animaux et on va vous dire, on va vous conseiller d'inséminer ou pas vos animaux. Donc ça, c'est l'objectif, c'est d'avoir une donnée la plus précise possible, à savoir, voilà, on va bien mesurer la vache
n'est pas très bonne à la repro, la vache a un potentiel lait qui est faible. Ça va vous permettre également d'optimiser la stratégie de renouvellement et de cibler les animaux les plus rentables, d'ajuster vos effectifs d'animaux, de vaches et génisses. Ça peut aussi vous permettre d'intensifier la sélection sur des animaux qui auraient un index élevé, mettre une dose sexée sur une vache en lactation, voilà, c'est vraiment une aide supplémentaire pour maîtriser la reproduction dans votre élevage. Grâce au module Repro qui est disponible dans l'e-Horizon, vous avez aussi accès à un vrai bilan de reproduction. Donc là, l'avantage, c'est que avec toutes les données qu'on va collecter grâce au robot, vous allez avoir un bilan de repro qui s'actualise en temps réel. Donc tous les jours, vous allez pouvoir avoir vos indicateurs qui s'actualisent. Donc vous avez accès à l'intervalle vélage-vélage, à l'intervalle vélage première IA, à l'intervalle vélage IA fécondante, au taux de réussite en première IA. L'âge au premier vélage de vos genisses. Et en fait, vous allez voir très rapidement si l'indicateur s'améliore ou il se dégrade avec un système de couleurs. Donc en vert, l'indicateur s'améliore et bien sûr en rouge, l'indicateur se dégrade. Donc ça vous permet de travailler avec des données fiables, précises, régulières pour améliorer la repro dans votre élevage. Des indicateurs en continu, qui vont permettre de suivre l'évolution et d'agir au plus tôt pour performer, comme je le disais à l'instant. On a également un module qu'on appelle le DLM alimentation et l'objectif c'est de maximiser la marge sur la partie concentrée. Donc comment ça marche? Vous allez rentrer le prix du lait actuel, le coût de votre concentré, pour maximiser votre marge. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est que via un algorithme, il va distribuer le concentré uniquement si la vache le rentabilise de manière correcte. Donc, il va tester la réponse en lait de la vache par rapport au niveau de distribution du concentré. Donc, si la vache ne répond pas en lait, et ben, progressivement, il va baisser la quantité de concentré pour atteindre un palier qui va vous permettre d'avoir une marge optimale. Nouvel indicateur, comme je le disais tout à l'heure, la marge du troupeau et à la vache. Donc on va intégrer les coûts alimentaires, donc les prix des fourrages, les prix du concentré, le prix du lait, l'incidence TB, TP, pour aller calculer une marge sur coût alimentaire à la vache et au troupeau. Donc là, on amène vraiment un regard économique, pour justement comparer les vaches entre elles, pour voir s'il y a des vaches qui répondent mieux économiquement. Ça va vous permettre aussi de suivre les périodes de transition alimentaire en visualisant que la marge du troupeau se dégrade. On a une efficacité alimentaire qui pourrait se dégrader. Donc là, c'est une alerte supplémentaire qui va vous permettre justement d'ajuster la ration si nécessaire. Et d'établir aussi la stratégie de renouvellement, comme je disais tout à l'heure, avec des animaux qui dégagent les meilleures marges, intensifier la sélection sur ces animaux-là. Ce qui est en moyenne aujourd'hui, les marges sur coût alimentaire par vache des troupeaux sont aux alentours de 5 € par vache et par jour. Voilà, c'est pour vous donner quelques repères. Et vous allez permettre, l'Eli Horizon, excusez-moi, va vous permettre de visualiser l'évolution de cette marge dans le temps, donc voilà, sur les 6 derniers mois, et faire une prédiction sur les 6 prochains mois. Tout à l'heure, Luca vous parlait de travailler de manière très protocolaire. Vous avez la chance d'être gros, de pouvoir travailler en lot. Et là, le logiciel de l'Eli Horizon va vous permettre de trier vos animaux en fonction des tâches à effectuer,
en fonction des animaux ou en fonction du groupe à laquelle il appartient. Donc voilà, il y a différentes tâches qui peuvent être et différents tris qui peuvent être faits. Un tri pour aller faire du tarissement, un tri pour le parage. Donc là, on voit bien dans toutes ces tâches, tarissement, parage, vélage, fraîche vélée, confirmation de gestation, un second parage au deuxième trimestre, s'il y avait besoin d'une vaccination, la première traite, c'est de travailler de manière très protocolaire pour justement être le mieux organisé possible, gagner du temps et avoir un troupeau en bonne santé qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs fixés. Ce qui est intéressant pour les gros troupeaux aussi, grâce à l'Eli Horizon, vous allez pouvoir, si vous êtes plusieurs associés, s'il y a de la main-d'œuvre salariée, affecter les tâches, différentes tâches à différentes personnes. Et en fonction du moment de la journée, vous pouvez, par exemple, donner l'indication à l'un de vos associés, demain matin, il faudra tarir tel ou tels animaux. Voilà. Donc, ça laisse vraiment plus de possibilités et vous pouvez vraiment personnaliser vos routines pour gagner justement du temps, vous occuper encore mieux de vos animaux, d'avoir l'information dont vous avez besoin au moment où vous le souhaitez, de gérer les utilisateurs et des équipes et d'optimiser vos routines et d'établir aussi et de mettre en place des plans de traitement spécifiques. Donc les clés de la réussite, pour résumer, sur l'astronaute, c'est un processus de traite unique avec un concept qu'on appelle live flow, donc l'entrée et la sortie en ligne droite, la préparation de la traite et la stimulation de la traite par les broches, un branchement avec un bras hybride, une vitesse de branchement inférieure à 15 secondes, donc vraiment un branchement rapide, une traite sur mesure avec une pulsation quartier par quartier, donc un système qu'on appelle le For Effect, donc un brevet Lely, des lavages très courts, 12 minutes par lavage, le logiciel Lely Horizon, on en a reparlé, voilà, donc les clés de la réussite avec le robot Lely Horizon, ça vous permet justement de performer sur votre troupeau. Tout ça aussi, ça se fait grâce à vous, ça se fait grâce à vos animaux, mais vous êtes aussi accompagné par des conseillers en élevage qui sont spécialisés sur les robots de traite Lely. Donc, on a un service FMS dédié. On a un service technique aussi, un SAV qui est présent tous les jours dans vos élevages. Donc là aussi, c'est des éléments et c'est des personnes clés sur lesquelles il faut se reposer pour justement atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci à Lucas. Voilà, pour conclure, on voit bien qu'il faut travailler de manière de manière plus protocolaire possible, d'organiser vos tâches et Lucas vous a fourni de nombreuses informations. Je vous ai fourni un maximum d'informations et j'espère qu'avec tous ces éléments-là, vous allez pouvoir rentrer être chez vous avec des idées supplémentaires qui vont vous permettre de progresser dans vos élevages. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je vous dis peut-être à bientôt.